sur Le Crossman, le podcast français 100% MX. Ici, on parle après-course, test, interview, conseils, motolife, récap et bien plus encore. Venez écouter ce qu'il se passe devant et derrière la grille de départ. Case. Et salut à tous, bienvenue sur le Crossman, le podcast français 100% MX. Alors aujourd'hui, show numéro 4 après la course, voilà, donc je vous ai raconté la semaine dernière. Là aujourd'hui, on va faire un après-course sur le MX des Nations 2022 qui a eu lieu à Red Bud, là qu'on a regardé hier soir. On s'est vraiment régalé, voilà, donc merci de m'écouter déjà si ça fait quelques épisodes que vous m'écoutez. N'hésitez pas à vous abonner, surtout sur les plateformes de podcast. Abonnez-vous aux réseaux sociaux, likez, et puis parlez-en autour de vous. Donc voilà, la semaine dernière, on a roulé. Là, on a regardé une course avec mon invité que je présenterai tout à l'heure. Pour l'instant, dans cette intro, c'est le temps de placer le sponsor. Donc, ce podcast est sponsorisé par Blasphème, la marque française créée par des crossmen pour des crossmen qui propose des gants de motocross premium dont la particularité est de pouvoir personnaliser ces gants sur vos phalanges. Haute qualité de finition, confort, performance et durabilité. Voilà ce que propose Blasphème dans des gants haut de gamme où la personnalisation est le maître mot. Pour en savoir plus, allez sur le site blasphème.co. blasfem.co et sur les réseaux sociaux à Blasphème Racing. Alors aujourd'hui, on va parler MX des Nations et puis voilà, un après-course comme on a fait pour le premier épisode. À mon avis, on va bien rigoler, on va essayer d'analyser tout ça, donc sur tous les aspects avant la course et la course en elle-même, donc le contexte, les autres nations, la France, les manches, les moments forts avec quelques rubriques au milieu. Donc ça va être top. Et pour parler de tout ça aujourd'hui, comme invité, j'ai proposé à mon père, Polo Le Sueur, de commenter et de faire ce podcast avec moi. C'est bon, tu peux te présenter. Bonjour à tous, comme il a dit, je suis ton père. Donc, je fais de la moto depuis que je suis jeune. J'ai commencé à faire la compétition en 2012. J'ai commencé directement par la moto ancienne, en catégorie classique dans le championnat Rhône-Alpes. Après, comme ça s'est bien passé, je me suis lancé dans le championnat de France en 2013, où j'ai fait 3e au général et 1er en 250. Et d'année en année, de saison en saison, j'ai continué championnat de France, championnat Rhône-Alpes. Et puis voilà, donc nous voilà en 2022, ça fait 10 ans que je fais du motocross avec une licence, comme un grand garçon, et l'année prochaine, je pense me lancer dans le championnat super vétéran, puisque maintenant, j'ai plus de 60 ans. Voilà. Chaud devant. Vous avez cerné un peu la personne, là, à mon avis, on va rigoler. On peut dire que c'est à cause de lui, hein, que ma passion du motocross est née, et donc, c'est à cause de lui que j'ai plus trop de sous, parce que ça coûte de l'argent. Voilà. Merci, papa. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on peut tout de suite parler. On va attaquer. Avant de parler de la course, j'aimerais d'abord parler sur cette sélection de l'équipe de France. Est-ce que toi, cette sélection, est-ce que ça t'a satisfait? Voilà, Musquin en 2,5, Ferrandis et Renault. Est-ce que c'était quelque chose que tu voyais déjà avant que la sélection soit faite? J'ai bien aimé Ferrandis et Renault, mais moi j'aurais mis Vial à la place de Musquin. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui auraient mis Vial à la place de Musquin, parce que c'est avec Vial, voilà, il a 2 titres de champion du monde en 2,5. Mais le problème, c'est que Vial, vu qu'il attaque le SXUS au mois de janvier, je pense que c'est lui qui a dit qu'il ne voulait pas participer aux Nations. Et au sélectionneur Pascal Finot, il a dû lui dire j'ai vraiment, le timing est vraiment serré pour préparer le SX. Donc en fait, c'est pour ça que Vial a pas fait les Nations, sinon je suis sûr qu'il l'aurait fait s'il avait continué en MXGP l'an prochain. Donc après, c'est vrai que qui mettre d'autres en 2,5 à part Musquin? Benistan, on sait qu'il devait se faire opérer de l'épaule. Donc après, qui c'est qu'on pouvait mettre d'autres? Il y avait peut-être Rubini,
des pilotes comme ça. Mais Musquin, vu qu'il a été aussi 2 fois champion du monde en 2,5 et qu'il était déjà aux US, à mon avis, ça a été un truc évident, tu penses pas? Ouais, je pense que Vial aurait fait plus l'affaire. Mais surtout que Musquin n'a pas roulé en 250 depuis longtemps. Ouais, c'est ça, Voilà, c'est 2015. mon avis personnel. Ouais. Ouais, depuis 2015. Alors Fèvre, tu penses que ça aurait été un bon gars pour le 4,5 aussi? Je pense, ouais, s'il était en forme, souvent, on a vu dans les teams d'équipe, il est capable de vraiment tout donner, de se surpasser. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il a gagné plusieurs fois le Cross des Nations avec l'équipe de France. Alors cette année, je sais pas s'il devait, peut-être qu'il devait se faire réopérer après. Je sais pas pourquoi aussi avec son fémur là enfin sa fracture du fémur qu'il a subi au SX de Paris l'année dernière, ça l'a peut-être un peu dérangé pour cette sélection. Il devait se faire réopérer. Et puis aussi, j'ai entendu dire que bah pour les épreuves comme ça en championnat, Kawa ils étaient pas très chauds. Parce que c'est un frais aussi pour les marques d'envoyer. Il faut envoyer les motos, il faut envoyer les préparateurs moteurs, le mécano, il faut envoyer les préparateurs de suspension. Ça fait des frais. Et alors, à ce qui se dit, Kawa, pour les événements comme ça, il serait pas très chaud. Donc, Fèvre aussi n'était pas présent. Et pour ma part, moi, cette sélection, franchement, je pense qu'elle allait bien faire. Tu vois, Renault, je trouve que c'est quand même un peu un bad boy parce qu'en première saison 4,5, il a vraiment donné. Enfin, tu vois, il s'est vraiment imposé. Il a fait des beaux dépassements et tout en MXGP. Et je trouve qu'il est vraiment costaud. Pour sa première année en 4,5, je trouve que c'est vraiment pas mal. Ferrandis, bah voilà, on connaît Ferrandis, hein, la Grinta. On va voir après pendant les manches, il a fait des trucs de fou, on le connaît. Et Musquin, vu avec sa technicité et tout, voilà, et franchement, j'étais assez satisfait de l'équipe. Musquin, je savais qu'il pouvait bien faire. Donc voilà au niveau de la sélection. Après, au niveau des autres nations, toi, est-ce que tu penses qu'il y a des autres nations intéressantes et qui pouvaient faire peur à l'équipe de France pendant ce cross? Bah oui, les Néerlandais, les Australiens, bon bah évidemment, ouais. Mais je vois que ces deux teams-là qui pouvaient vraiment assurer de faire un bon résultat, parce que Ouais, les autres sont quand même un cran en dessous, quoi. ouais. Et puis les Ricains chez eux aussi, Oui, non? les Ricains, évidemment, ouais, ouais, les Ricains qui sont chez Ouais, eux, qui ont vraiment toujours envie de bien faire, ouais. ouais. Mais pour parler de Renault, c'est vrai qu'il avait tout approuvé en 450 et que c'est un garçon qui est capable de vraiment se surpasser pour prouver justement en fin de saison, pour préparer la saison prochaine, prouver de quoi il était capable, ouais. Ouais, voilà. Puis après, c'est vrai qu'aussi les gars du MXGP, ils ont quand même cet avantage que ils ont pas de SXUS à préparer. Ils font que du motocross et après, ils ont quand même un peu plus de temps que les gars du SXUS. Du coup, c'est vrai que là, ils pouvaient vraiment se lâcher. Et puis, vu que c'est la dernière course de la saison et qu'après, ils ont une belle intersaison, ils pouvaient vraiment se lâcher. L'Italie, c'est les champions sortants avec Keroli, le jeune Adamo et Guadagnini. Tu les voyais finir quelque part ou tu le sentais pas trop dès le début? Je pensais que Keroli allait faire mieux que ça, vu qu'il s'était déjà préparé aux US. Ouais, Après, pour les deux autres, non, ils sont à leur position standard, on va dire, mais je pensais que Keroli allait faire mieux que ça. ouais. C'est vrai que Keroli cet été, il a roulé en outdoor US, mais bon, vu qu'il était déjà à la retraite et tout, il a fait quelques tests pour KTM. Donc c'est vrai que au final, moi, j'étais un peu déçu de son été parce que c'est vrai qu'il ça faisait juste quelques mois qu'il avait été en retraite, donc j'aurais pensé qu'il aurait mieux roulé. Mais bon, voilà, après, s'il a voulu faire un dernier MX des Nations avec l'Italie, moi, je voyais pas trop l'Italie s'imposer, même si c'est les champions sortants. L'année dernière, c'était dans la boue à Mantova, donc voilà, ça a marché. Il y a eu des petites controverses avec les départs et tout. Mais sinon, non, je les voyais pas trop s'imposer. Le... Ouais, vraiment États-Unis, Australie, France, j'étais sûr que ça allait se jouer là-dedans. Grande-Bretagne non plus. Après, au niveau du contexte de cette course, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça fait 4 ans que la course n'avait pas eu lieu aux États-Unis. C'était sur le même circuit à Redbud. La France avait gagné avec Paulin, Dylan Ferrandis et Jordi Tixier dans la boue encore. On se souvient que Tixier il avait cassé le moteur et qu'ils avaient changé le moteur entre deux manches. Ça, c'était une belle image aussi.
Et donc, en fait, le Team USA, ça fait vraiment depuis 2011 qu'ils n'avaient pas gagné. Donc, ça faisait 11 ans sans victoire. Ils n'avaient même pas fait le podium à Red Bud il y a 4 ans. Enfin, c'était assez scandaleux d'ailleurs. Et là, franchement, ils devaient une revanche sur tout ça. Et puis là, les deux machines de l'Outdoor US, Sexton et Tomac, étaient sur cette course avec Justin Cooper. Justin Cooper a commencé quand même assez doucement son été en Outdoor US, mais après, il est bien monté sur la fin. C'est pour ça qu'ils l'ont sélectionné. D'ailleurs, c'est pour sa fin de championnat qui était assez bonne. Et avec les deux machines Sexton Tomac, au final, ça pouvait que marcher sur un circuit qu'ils connaissent bien, qui pratiquent souvent. Enfin, ils font au moins une course dessus à l'année. T'en penses quoi de ces deux-là? Bah, je pense que, comme on dit, c'est toujours plus facile quand on est dans son pays pour faire un bon résultat, mais vraiment chapeau à tous les deux, quoi. Ils ont roulé vraiment à leur meilleur niveau. Je suis vraiment surtout impressionné par Tomac, quoi, qui a une sacrée vitesse, qui a le physique qu'il faut et Ouais. qui sait vraiment tout donner quand il faut. Ça, on en avait parlé sur le premier après-course, après Fox Raceway, dans le show numéro 1. C'est vrai que Thomas, avec sa moto assez atypique, voilà, l'amortisseur haut et la fourche molle qui plonge vraiment de l'avant avec des triceps de folie, ça se voit quand même qu'il faut un physique déjà pour piloter à son niveau et aussi pour piloter sa moto, quoi. On voit vraiment que Sexton n'a pas le même type de moto, enfin du moins en partie cycle. Et puis voilà, les deux, enfin Sexton, ça se voit à travers son maillot. T'as vu les bras, t'as vu comme il est costaud hier, ça fait pas rigoler quand même. Quand tu le vois, tu fais bon, allez, les mecs, ils vont tenir et tout. Il y a plein de nations qui ont des sacrés pilotes, mais eux, c'est vrai qu'ils avaient vraiment deux pilotes 4,5 de qualité supérieure, comme on dit. Alors, petite interlude pour vous dire le nom des gagnants du jeu concours que j'ai fait sur les réseaux sociaux. Il y avait une paire de gants chacun à gagner, des gants de la marque Blasphème, le sponsor du podcast. Donc, si vous écoutez, envoyez-moi un message privé et je vous donnerai les instructions pour la suite. Vous pourrez choisir la personnalisation et la taille. Alors, les gagnants sont Jérémy Solé, je pense qu'on dit comme ça. Après, le deuxième gagnant est Enzo MX124. Si tu nous entends, envoie un MP. Et le dernier gagnant, c'est une gagnante d'ailleurs, c'est Aurélie MX317. Voilà, on a fait les tirages au sort ce matin. Sur vos likes des publications, vos 3 noms sont sortis. Alors, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour gagner une paire de gants Blasphème. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. La semaine dernière, j'ai roulé avec les gants Blasphème et j'étais assez étonné. Des gants assez minimalistes, comme les Fox, les Flexair ou les Airline, pour ceux qui connaissent. Ou alors les gants 5, assez minimalistes. Et franchement top, pas mal au bras, pas trop gros, une petite protection pour protéger le haut de la paume, là où on a tout le temps les cornes et tout, bref, c'est top. J'aurai l'occasion encore de vous en parler. Alors après cette longue introduction, on va passer déjà sur le week-end de course en lui-même. Qu'est-ce que t'en penses? On est chaud? On est chaud. Allez, les essais, déjà, la France qui tire la 30e place à la loterie. Donc ça, c'est la loterie. Il faut savoir que voilà, au Motocross des Nations, avant les essais du premier jour, il y a une loterie, donc le vendredi, et ils tirent un numéro, et ça va leur donner la place sur la grille pour l'épreuve qualificative. Donc, je sais plus, je crois qu'il y a 40 places, ou il y en a même 35. Il y en a 35, et la France a pris la 30e place. Donc bon, ils allaient partir vachement à l'extérieur. Et aux essais chrono du matin, la France a joué placé. Voilà, elle a mis ses 3 pilotes dans le top 5 de chaque catégorie. Et puis après, les courses qualificatives de samedi, il a fait assez beau. Et en fait, c'était assez intéressant. Parce qu'on a vu, je ne sais pas si tu as vu, mais Ferrandis, de l'extérieur de la grille, il avait la 30e place. Donc tous les autres, ils se sont mis vers l'intérieur, enfin à la moitié de grille, et Ferrandis, il était tout à l'extérieur, et il a failli claquer un all shot de la 30e grille extérieure. Franchement, c'était beau, on y a cru, mais les essais, c'était assez intéressant, et Ferrandis, il gagne sa manche, et puis après, sinon la France a fait placer, et ils ont fini 3e des qualifications, donc 3e place sur la grille, donc ça annonçait du bon pour la course d'hier qu'on a regardé. Déjà, quand on a allumé l'ordi hier, première manche, au niveau de la météo, qu'est-ce que tu as vu?
J'ai vu, comme d'habitude, de la pluie. De la pluie comme souvent, voilà. Donc, il y a eu les qualifs secs et là de la pluie. Mais ces 3 pilotes qu'on avait, de toute façon, que ce soit sous la pluie ou au soleil, ils savent comment rouler, ils savent s'en tirer. Ouais. Ouais, c'est vrai. Heureusement qu'on les avait au final parce que non, ils ont été bons. Mais quand on a allumé l'ordi, on a vu le temps déjà pourri. On a fait non, mais c'est pas possible. À 4 ans, il y a 4 ans jour pour jour, c'était le même temps. Et là, il pleut, l'écran de la caméra, le verre de la caméra, il était plein de gouttes d'eau et tout. On s'est dit, mais c'est pas possible, ça va encore être le festival de la boue et tout. Et en fait, après, au final, ça s'est éclairci et c'était pas mal. Le terrain, il a bien séché. C'était boueux, mais en fait, il y avait toujours de belles opportunités. Il y avait plein de traces. C'était pas trop monotrajectoire. Ils ont pu sauter le fameux saut, le Larocco Slip, de l'extérieur. La veille, ils passaient de l'inter. Là, ils ont vraiment sauté que de l'extérieur. Mais au final, c'était pas mal. Ça s'est assez éclairci. Il y a eu 2-3 averses encore pendant la deuxième manche et la troisième manche. Mais je pensais que ça allait être 100 fois pire. Donc, voilà au niveau de la météo. All shot de Tomac en première manche, quand même. Donc là, le mec, il est resté quand même propre. Hein. Propre au niveau de la tenue. Je sais pas si t'as vu, mais avec sa Alpine Star blanche, il a fini. Sa tenue, elle était pas pourrie, hein, vu qu'il est resté devant. Donc, grosse performance de Tomac. Renault qui part 2. Et puis là, vraiment, on a vu. Dans les premiers tours, franchement, on a vu du Tomac, comme tu disais, physique de folie. Et du pilotage à la Tomac, quoi. Donc, le bulldozer, il avait dû racler un peu, faire plat, et du coup, il y avait une épaisseur de terre assez conséquente dans les exters. Il prenait les exters à fond, bon, la jambe levée, la jambe intérieure, il prenait les exters à fond. Et au final, ça a pas mal marché parce qu'il est resté vraiment premier de bout en bout. La chose intéressante aussi de la première manche, tu me dis si tu es d'accord avec moi, je trouve que c'est Renault quand même qui a bien tenu Sewer. Ils sont pas mal bagarrés pour la 3e place. Sewer était 4 et Renault 3. Et Renault, il a vraiment tenu, hein, t'en penses quoi? Je pense que Renault, dans les 2 courses qu'il a fait, il a vraiment été au moral, parce qu'il aurait pu flancher avec la pression énorme qu'il avait sur le dos, et en fait, c'est le moral qui a tout fait pour lui, je crois. Ouais. Oh, on sait qu'il a un pilotage, un physique de folie, mais là, c'est vrai que pour le mental, pour tenir Sewer une bonne partie de la première manche, jusqu'à ce que Sewer tombe d'ailleurs en première manche, et après en 3e manche, pour la dernière manche, là où Renault était en tête suite à la chute, on verra, de Dylan. Franchement, Renault, gros mental sur cette première manche, il a tenu Sewer, et Musquin, 14e à la mi-course, il passe une fois 13e, et pour terminer quand même à la 14e position. Qu'est-ce que t'en penses de Musquin sur cette course avec sa 2,5? Je pense qu'il était assez à sa place. Ouais. Je pense que, comme on dit, ça fait longtemps qu'il n'a pas roulé sur une 2,5. Il a roulé un petit peu pour se remettre sur la moto. Et, je pense qu'il a fait surtout ce qu'il a pu et qu'il était sûrement à son maximum. Ouais. Après, ouais, de toute façon, en même temps, ça bouffait tellement de chevaux, la boue et tout, que c'est vrai qu'avec la 2,5, ils ont dû quand même en prendre plein la gueule. Les départs, un peu, ils se mettaient à l'inter, mais les pilotes 4,5 laissaient les places intérieures aux 2,5 pour essayer de les favoriser un peu au départ, mais ils s'en sont quand même pris un peu dans la gueule. Et puis après, ouais, ça bouffe des chevaux. Et voilà, Musquin, au final, il fait 14e de la première manche. Et ça sera le résultat qui ne compteront pas, parce que ça sera le pire résultat de la France. Et dans la première manche aussi, ce que j'ai pu voir, c'est qu'à la mi-course, le 10e avait déjà 1 minute de retard quand même. Ouais, c'est vrai. Donc ça montre vraiment que les gars de devant, ils mettaient du gros gaz. Et dans la boue, en fait, ça sépare un peu quand même. Si vous avez un beau terrain, vachement lisse et tout, c'est sûr que tout le monde fait à peu près les mêmes chronos, alors que là, c'était défoncé. Et là, je trouve que ça a vraiment élevé le niveau des bons, en fait. Ouais, techniquement, ça a creusé les écarts. Ouais, voilà, ça a creusé les écarts. Hunter Lawrence, premier 250 à la 8e place dans cette manche numéro 1. Donc franchement, pas mal. Hein. Il y avait Mitch Evans pour l'Australie et Hunter Lawrence qui termine à la 8e place. Donc vraiment bon score pour un 2,5. Et puis après, par contre, il y a un truc qui m'a choqué direct et que j'avais oublié dans cette première manche, mais après c'était sur tout le reste des manches, c'est les retardataires aux nations. Est-ce que tu es d'accord pour dire que c'est une galère? Forcément, les teams, on va pas dire les derniers teams, mais
certains teams où les pilotes, ça reste les meilleurs pilotes de leur nation, mais l'écart est vraiment conséquent. Donc, ils se retrouvent avec un tour de retard. Et puis, où ils se poussent, où ils se poussent pas, ça peut créer des problèmes, ça peut créer des tensions. Mais c'est à chaque course des nations, c'est comme ça. Ouais. Moi, j'ai surtout vu qu'il y en a, en fait, ils nous mettent 4 tours sur une manche. Hein. Ils sont trop bons, hein, ça, on leur manque pas de respect et tout, mais il y en a, je pense, ils savaient pas où se mettre. Derrière, ça arrivait à Mach 12. Et les drapeaux bleus, des fois, les commissaires, ils mettaient les drapeaux bleus ou pas. On a vu qu'il y en avait quelques-uns qui étaient perdus. Et des fois, ils savaient pas où se mettre. On a vu Sexton se faire gêner et tout. Et du coup, moi, c'est vrai que j'ai gueulé pas mal de fois devant l'ordi en disant, mais putain, mais poussez-vous, quoi, les retardataires. Ça m'a fait assez peur. Et surtout, le samedi, pour les courses qualificatives, là aussi, il y a encore il y a des retardataires encore un peu plus galères à passer parce qu'il y a des teams qui sont pas qualifiés pour la finale A de dimanche. Mais donc le samedi, des fois, c'est le sketch complet. Mais bon, après, c'est ça qui fait le charme aussi des nations, quoi. Il faut savoir... c'est comme en course, quoi. Comment quand on fait une course, il faut savoir doubler les retardataires à n'importe quelle vitesse qu'ils soient. Après, c'est vrai que les drapeaux bleus, ça aide. Mais il faut quand même bien ouvrir les yeux. On a déjà vu des pilotes se faire piéger, voilà, comme Hunter Lawrence dans l'été. Là, on l'a vu se faire piéger quand il était en bagarre avec son frère. Donc voilà, je voulais revenir sur ces retardataires en première manche. Et aussi dire que franchement, la piste, elle était belle, elle était assez bien préparée. Hein. Les mecs de Team Ritchie, là, ils ont fait vraiment un bon boulot. Parce qu'ils ont dû voir la pluie qui était annoncée. Et au final... Ils ont préparé la piste nickel, ils n'ont pas dû trop la creuser, ils l'ont plus damée, et elle était défoncée, mais je pense que pour la pluie qu'il y a eu, ça aurait pu être encore 10 fois pire. Première manche, on peut dire que Tomac aussi il met un tour au 15e, à 2 tours de l'arrivée. Ça, c'est quand même, ça prouve encore ce qu'on disait tout à l'heure, que ça creusait vachement les écarts. Et au final, quand on a regardé cette première manche du MX des Nations, est-ce que tu t'es pas dit, voilà pourquoi on aime le cross. Le terrain, il évolue, le terrain, il change. C'est vrai que ça a été bien préparé. Il n'a pas été trop creusé, donc c'était praticable, largement praticable, et puis... dans toutes les sections du circuit. Et, ça, encore, comme on dit, ça a fait la différence, mais les bons s'en sortent toujours. Ouais, mais et en plus, ce qui était bien, c'est que là, sur des terrains comme ça, tu vois vraiment la différence avec des sports qui sont comme la Formule 1 ou comme le MotoGP. Sur piste, là, tu vois vraiment que le terrain, il évolue, qu'il faut constamment changer de trace, il faut constamment ouvrir les yeux. Et c'est pour ça que c'est le plus beau sport, on le dira aux autres. Certainement. Après, allez, on va passer pour la manche, sur cette manche numéro 2. Bon, là, alors le highlight de la manche numéro 2, c'est quand même Ferrandis au départ, qui se prend... Il y a quelqu'un qui tombe, il y a quelqu'un qui accroche la roue de Jet Lawrence au départ, il tombe, Ferrandis, il est à peine derrière, il tombe avec le... Enfin, il tombe pas, mais accrochage au premier virage, dans ce virage à droite de Redbud, et là, il prend du retard, mais un truc de folie, quoi. Et ouais, ça, c'est pas de chance. Ça, ce sont les aléas de la course, comme on dit. Ça peut arriver à n'importe qui. Mais d'un autre côté, Ferrandis, il est jamais aussi bon que quand il faut qu'il remonte de la dernière place jusqu'à la tête. Donc, d'un autre côté, ça reste quand même positif. Il a encore une fois de plus prouvé de quoi il était capable, et puis de son pilotage, de son physique qui revient là au top. Et c'est encore de bon augure pour l'année prochaine. C'est vrai que s'il y en a bien un qu'on sait qu'à chaque fois qu'il se passe une couille, il va remonter énervé et il va s'appliquer jusqu'au bout, et il va mouiller le maillot, on sait que c'est Ferrandis quand même. Il y en a d'autres qui peuvent parfois se décourager, se déconcentrer, se dire « je fais un départ pourri, vas-y, la flemme et tout », alors que Dylan, on sait que s'il tombe, il va remonter comme un fou, quoi. Il était 29e au premier tour quand même, et il finit 6e de cette deuxième manche. Donc franchement, Dylan... La rage de remonter. Imagine quand même l'énergie qu'il a dû dépenser pendant sa première manche. Et puis les mecs, ils ont eu quand même entre 45 minutes et 1 heure de repos. Ça a dû être assez chaud. Hunter, il chute aussi dans cette deuxième manche. Donc là, pour l'Australie, ça c'était assez dommage. Et Guadagnini, il fait le all shot, il part devant, et on a eu droit à une belle bagarre avec Sexton quand même au début de manche. Hein.
Ouais, c'est vrai, ouais, il a vraiment bien roulé, ouais. Il a vraiment bien roulé. Ouais. Par contre, pour moi, l'homme de cette deuxième manche, quand même, c'était Jet Lawrence, quoi. Jet Lawrence, il a doublé Sexton pour passer à la deuxième place. Il a doublé direct Guadagnini pour après s'envoler. Il me semble qu'il avait 12 secondes d'avance hein, au bout d'un moment. Après, Sexton, il a doublé Guadagnini pour faire deuxième. Mais il faut savoir quand même que c'était la première course en 4,5 de Jet Lawrence. Et t'as vu comment il les a dépassés? Il les a dépassés en mode mal alpha, pousse-toi, j'y vais, je suis plus vite, dépassement agressif. On a même vu qu'il a poussé Sexton un peu contre le talus dans le saut d'arrivée. Voilà, en haut, en l'air, il a fait un petit signe de la main pour dire désolé. C'était assez marrant. Mais vraiment, Jet Lawrence, première course de sa vie en 4,5. Il a vraiment envoyé du sale pour gagner cette deuxième manche. Et, euh, et puis voilà, après, Ferrandis aussi, dernier tour, qui chute en voulant doubler Ruben Fernandez, l'Espagnol. Là, il s'est dit, bon, je tente pour une cinquième place. Je tente le tout pour le tout à la sortie des vagues, là, des sorties des vagues en sable, t'as vu, il a C'est tenté... vrai que ça aurait pu mal se finir. Ouais, Bravo. Quand même bravo. il a tenté l'intérieur en sautant et de sauter le dernier double, les deux dernières vagues et de se mettre à l'intérieur. Voilà, et Ruben Fernandez, c'est quand même un gaillard costaud, hein. Il est quand même lourd, il est quand même grand. Et là, ça a pas fait, il est tombé. Et au final, heureusement qu'il s'est pas fait mal ou alors juste cassé un truc sur la machine, parce que juste pour passer de la 6e à la 5e place, user un joker comme ça et pas finir la course, ça aurait été un peu dommage. Mais franchement, ça a bien joué de sa part quand même. Il termine à la 6e place, pardon. Belle deuxième manche de Ferrandis. Euh, Avant d'attaquer la troisième manche, je te propose de faire un petit jeu. On va attaquer par notre première rubrique de l'émission. Alors dans cette rubrique, on va choisir, je vais poser deux trois trucs, deux trois questions à mon père et je vais lui demander euh, de choisir. Il y aura une réponse possible à chaque fois. Il va la choisir et moi je la choisirai après. Alors le lead kit, comme on dit aux US, de la journée, lead kit, c'est la plus belle tenue. Alors la plus belle tenue, selon toi, de ce MX des Nations. Ah bah la plus belle tenue, c'est Tomac dans la première manche, puisque c'est le seul à finir tout blanc. Non, Je pense que c'est ça. non, mais je lui pose une question et en fait il répond tellement logique que ça en devient drôle parce que la plus belle tenue, et ben c'est celle de Tomac qui est resté immaculé de blanc à la première manche. All shot tous les tours en tête. Voilà, il s'époussette un peu à l'arrivée. Hop, allez c'est bon, faites place. La deuxième manche c'est quand? Au revoir. Moi pour le lead kit de la journée, je vais quand même mettre le Team Australia quand même. Euh, Alpine Star jaune et vert Australie. J'ai trouvé que c'était quand même assez classe. Ça se voyait de loin. Et non, belle tenue, franchement. Deuxième question. La chute du jour. Alors la chute du jour, eh ben, c'est Ferrandis, hein, Ferrandis qui est tombé Mm. dans la deuxième manche, Troisième la manche. troisième Ouais. manche, pardon. Ouais, ouais, Ouais. c'est quand même. Bon, je ne sais pas si c'est une faute d'inattention Ah, c'est ou vrai, de parce qu'il était... précipitation. C'est quand même Mm. pour moi la chute du jour. Ouais. Il était tout seul en tête, en Il plus. était C'est tout drôle, c'est seul, drôle. c'est à mon avis, c'était évitable, quoi. Mais enfin, c'est la course, c'est comme ça. Ouais, c'est sûr. Après, c'est texture molle et tout, ça arrive. Mais bon, c'est sûr qu'on aurait préféré qu'il fasse 1-2 plutôt que 1 et 4, hein, ça c'est sûr. Après, est-ce que la victoire aurait été au bout? Ça, c'est pas sûr. Mais ouais, pourquoi pas. Je prends ta chute du jour. Moi, la chute du jour, j'ai envie de dire, c'est Sexton, première manche, qui perd l'avant dans le dernier tour. Il l'a déjà fait 2 ou 3 fois cet été en outdoor. Il est tombé, et même là, nous, on a écouté les commentaires en anglais, hein, on n'a pas écouté les commentaires en français. À chaque fois, je vous le dis, hein, je préfère les commentaires en anglais. Et là, Jason Thomas, le deuxième commentateur, limite, il n'a pas été impressionné, parce qu'en fait, il était sur toutes les épreuves de l'Outdoor US, ce commentateur. Et en fait, vu qu'il a déjà vu, il était là, oh là là, encore une fois, tu vois, genre en mode c'est normal. Il était dégoûté et voilà, il a perdu l'avant. On a même vu que tellement il a voulu remonter vite sur la moto, il a failli retomber quand il a vu que Ferrandis le passait. Et, euh, et puis voilà, non, Sexton, manche qualificative. Vraiment cette chute.
qui était vraiment dommage. Manche qualif, Sexton qui perd l'avant-dernier tour pour laisser la victoire à Ferrandis. C'est ma chute du jour. Pour toi, prochaine question, l'équipe du jour. L'équipe du jour, c'est la France, hein, sans être chauvin du tout. Pour moi, c'est la France pour le travail effectué. Donc, loin de la France, hein, puisque c'est à l'opposé, mais vraiment pour le travail effectué, pour la prestation des 3 pilotes. Ouais, tu penses l'esprit d'équipe. Ouais, l'esprit d'équipe, vraiment le mal qu'ils se sont donné d'y croire jusqu'au bout. Surtout la 3e manche de Renault, qui n'a pas craqué moralement. Pour moi, c'était vraiment un grand bravo. C'est vrai que tu as raison, je trouve que en fait, celui qui avait le plus la pression dans cette équipe de France, c'est Renault. Et celui qui a dû faire des remontées de folie, c'était Ferrandis, quoi. Ouais. Et Musquin, voilà, qui a fait ce qu'il a pu avec sa 2,5, qui a très très bien roulé. Et c'est vrai que cette équipe de France, belle équipe. Moi, pour l'équipe du jour, je vais quand même mettre le Team USA, parce que c'est vrai qu'ils avaient tellement la pression chez eux de devoir gagner. Ça faisait 11 ans qu'ils n'avaient pas gagné de titre du MX des Nations. Pression chez eux, et en fait, ils ont vraiment accompli le boulot. Ils n'ont pas roulé au-dessus de leur pompe, comme on a pu voir Tomac en 3e manche, et Sexton, voilà, ils n'ont pas pris tous les risques parce qu'ils avaient un peu de marge au niveau des points. Donc franchement, Team USA, beau boulot, c'est mon équipe du jour. L'équipe déception du jour. Par quelle équipe t'as été le plus déçu? Après, si personne t'a déçu, tu peux le dire. Non, 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 chacun a fait ce qu'il a pu. Non, il n'y a pas vraiment de team qui me déçoivent, hein, même s'il y en a qui sont loin d'être dans les mêmes critères de vitesse et de pilotage que les autres, mais chacun fait ce qu'il peut, quoi. Donc, moi, je dis un grand bravo à tout le monde, c'est surtout ça, quoi. Ouais. Bon, il y a une équipe aussi que je pensais. Il y a même 2 équipes où je pensais qu'ils allaient quand même faire mieux. L'Italie, 4. Ok, d'accord, ça c'est assez cohérent. L'Espagne, 6, c'est cohérent. Par contre, les Pays-Bas, 7 et la Suisse, 9. Franchement, honnêtement, je pensais qu'ils allaient faire un peu mieux. Les Pays-Bas, il me semble que Koldenhoff, il a pas eu trop de chance. Je pense qu'il y a quelque chose qui allait pas. Ouais, il a galéré dans tous les départs. Et il est parti tout le temps de loin. Vlanderen aussi. Vlanderen, il est bien parti, mais il a eu 2-3 galères. Et la Suisse, Sewer qui est tombé en première manche, Valentin Guillot, il me semble, pareil, qui fait loin dans ses manches. Je pensais qu'ils allaient faire un peu mieux. Donc voilà, petite déception du jour pour ces équipes. Mais bon, après, de toute façon, c'est du motocross, hein. C'est sûr que ça change tout le temps. Il y a des jours sans, il y a des jours avec. C'est ça qui est bien. On peut s'attaquer à la dernière manche déjà. La dernière manche, le départ, franchement, Regalado. Ouais. On s'y attendait pas là, même si on espérait, mais là c'est un grand bravo, hein. Les 2 Français en tête. Mais quand ils ont fait le premier virage à 180 là et qu'ils sont repassés devant la ligne des mécanos 1 et 2, là tu te dis ouh là ça sent bon. Allez, ils leur ont montré comment on fait des départs. Non, là franchement très beau départ de l'équipe de France. Et puis Tomac, il a fait un mauvais départ. Et il n'est pas tant remonté que ça, hein, parce que dans cette 3e manche, il termine 7e. Je pense qu'il a été bien panoté et qu'il a géré, qu'il a surtout pas pris de risque. Ouais, t'as raison. Il y a dû avoir de ça aussi. Il n'a pas pris de risque. Il s'est dit, allez, c'est bon. On va gagner cette course. Il y en a marre. Tranquille. Et puis on en a déjà parlé aussi. Moment fort de cette 3e manche, c'est Ferrandis qui chute en début de manche, hein, dans les premières dizaines de minutes. Hein. Ça, c'était assez dommage. Hein. Jet Lawrence. On Fire, qu'est-ce que t'en penses? Bon titre, ça? C'est très très bien, ouais. Bon titre pour le Figaro demain. Lawrence, On Fire. On parle de Jet. Il y avait Jet et Hunter dans cette 3e manche. Hunter qui termine, je sais plus combien. Hunter, honnêtement, il fait un peu derrière, mais vraiment Jet Lawrence, il a encore remonté quelques places. Il a dû partir vers la 6e place et il est remonté. Il termine 2e derrière Renault en lui mettant la pression une bonne partie de la course. Et dans le dernier tour ou les 2 derniers tours, je sais pas si tu as vu, il avait plus de masque. Ouais. Il roulait sans masque. Ouais. Ah ouais, problème de masque. Et là, je sais pas comment il a fait, mais sans déconner, moi je perds le masque. Je pense que je finis pas la course ou alors je m'arrête au stand pour qu'on me redonne un masque. Hein. C'est pas possible. Là, dans la terre sablonneuse humide,
il a dû le sentir passer les 2 derniers tours de l'enfer, quoi. Mais au final, il termine 2. Et je pense qu'il en avait encore sous le pied si vraiment il avait voulu doubler Renault dans les 2 derniers tours, s'il n'y avait pas eu ces problèmes de lunettes, peut-être qu'il aurait fait. Mais Jet Lawrence, tu t'en penses quoi de Jet pour l'Outdoor US l'an prochain où il sera en 4,5? T'en penses quoi? Ah bah ça promet des belles bagarres, parce que donc il va encore tout donner, et puis il a vraiment l'air au point, et lui et la machine, la cohésion des deux a l'air vraiment optimale. Je pense que ça va faire des belles courses, des belles manches. Ouais, il y a moyen franchement que là, avec Sexton et Jet Lawrence en 4,5 l'été prochain en Outdoor US, il y a moyen que ça envoie. On n'a pas parlé de Rogzen aussi, qui n'était pas là. On en parlera peut-être lors d'un prochain show. Rogzen qui est donc parti du HRC, certainement. Pour faire les 2 épreuves du World Supercross. D'ailleurs, on fera des podcasts sur le World Supercross, évidemment. On va encore en faire un paquet. On va voir où le vent nous mène. On va continuer de faire ces podcasts, si vous aimez bien. Si vous aimez bien, dites-le moi quand même, c'est important. Avant d'attaquer la dernière rubrique, je rappelle que ce podcast est sponsorisé par les gants Blasphème. Blasphème, la marque française créée par des crossmen pour des crossmen, qui propose des gants de motocross premium dont la particularité est de pouvoir personnaliser ces gants sur vos phalanges. Si vous avez envie d'avoir des gants originaux, allez sur blasphème.co. Alors, rubrique que j'ai déjà faite, rubrique très difficile, tu vas voir, là tu vas devoir réfléchir. Rubrique que j'ai déjà faite pour le premier épisode du podcast Le Crossman sur l'après-course de Fox Raceway, c'était aujourd'hui le bon, la brute et le truand. Rubrique western. Alors, je vais commencer par le bon. Tu dois choisir un pilote. Qui tu mettrais? Le bon pour moi, c'est Maxime Renault. Le bon pour toi, c'est Maxime Renault. C'est Maxime Renault, sans aucune hésitation. Ok, on l'a répété, quoi. Il a subi la pression. Vraiment tout au moral. Vraiment bravo. Belle démonstration. Pour moi, le bon, c'est Jet Lawrence. Lawrence on fire, 19 ans. Pilotage, vraiment rien à dire. Pilotage très technique. C'est souple, il force pas, on a l'impression que c'est facile. Tu montres ça à quelqu'un qui connaît rien en motocross, il dit ouais, en fait tu te mets assis debout, tu mets du gaz et c'est tout, quoi. Tellement c'est facile. Le bon, Jet Lawrence, 19 ans, 4,5, il gagne, il fait 2 de sa deuxième manche, franchement rien à dire. La brute, qui tu mettrais? La brute, je mets Ferrandis, évidemment, qui est capable de partir du fond du paquet et de remonter jusqu'à la tête de course sur une course aussi importante pour eux. Donc moralement, je dis une fois de plus, je répète, moralement très difficile à gérer, quoi. Donc vraiment bravo. On sait de quoi il est capable et on n'est pas surpris, mais on dit encore une fois de plus bravo. Ouais, ben moi je peux rien rajouter. J'allais mettre Ferrandis pour la brute. Qui c'est que tu veux mettre d'autre? La brute, c'est pas possible. Le truand, est-ce que tu as un truand? J'ai un petit truand en bleu, l'italien qui se pousse pas sous les drapeaux de la même couleur. J'allais mettre pareil. Je sais plus comment il s'appelle. Guadagnini. Guadagnini, voilà. Ouais. Donc un petit truand italien, mais c'est comme au football. C'est les mêmes. Voilà. On les aime, nos gentils, Italiens. On les aime. On les aime comme pour ils sont. ça, nos Italiens. Ne changez rien, les gars. Voilà. Pour raconter l'anecdote, je sais pas si vous avez vu, c'était dans la 3e manche. Guadagnini, je sais pas ce qui s'était passé au départ, il était super loin. Il était entre la 15 et la 20e place. Et qui c'est qui remontait sur lui? C'était Sexton qui remontait sur lui. Renault était déjà passé, c'était Sexton qui remontait sur lui. Et du coup, les commissaires, ils lui agitent les drapeaux bleus. Il y avait Wilson et il y avait Guadagnini. Ils se prenaient tous les deux un tour de retard. Et Guadagnini, il a dit vas-y, tu sais quoi, moi, je mets du gaz comme Sexton, je le suis. Et comme ça, tous ceux qui roulent dans mon tour, ils vont croire qu'en fait, j'ai un tour d'avance et je me bagarre avec Sexton. Je suis sûr que c'est ça. Et du coup, il est passé juste derrière Sexton. Wilson, il s'est poussé en disant je me fais prendre un tour et tout. Et là, il a dû voir Guadagnini passer. Il sait pas si c'était avec lui qui se bagarrait. Mais voilà, la petite entourloupe, le truand de la journée. Guadagnini pendant un tiers de tour qui a esquivé les drapeaux italien. Bleus. Et qui avait le rythme un peu qui avait vraiment un bon rythme, et du coup ça s'est pas vu. Donc voilà, petite truanderie du jour. Voilà, on a passé un bon moment devant ce MX des Nations un peu boueux. Au final, c'était pas mal. L'équipe de France quand même qui mérite quand même sa 2e place.
c'était Oui, franchement largement. pas mal, hein. Le team USA, pour aller les chercher cette année avec l'équipe qu'ils avaient, ça aurait pu, mais il aurait quand même fallu des bonnes circonstances de course. Ils ont bien roulé, puis Team Australia, au final, l'Australie, elle était à leur place aussi, hein. Oui, tout à fait. Donc, franchement, voilà, course vraiment pas mal à regarder. Déjà, hâte d'être l'an prochain. L'an prochain, ça y est, Arnais. Est-ce qu'on y va l'an prochain? On y va l'an prochain. On prend le camion et on y va. On prend le camion, on prend quoi d'autre? On prend le camion. On prend des Polianes s'il on pleut. prend des Polianes s'il pleut. Des drapeaux. Et une caisse de fitou. une, Du village. une caisse de Fitou village pour tenir le week-end. Voilà. Est-ce qu'on prend la chienne? On prend la chienne. On prend la chienne, ça sera la mascotte à Ernée Voilà, l'an ça prochain. sera la mascotte. Allez, ça sera la mascotte. On y va, on se retrouve là-bas. Si vous nous écoutez, on se retrouve tous à Ernée l'an prochain. Ça va être le feu. Voilà pour cette après-course du MX des Nations. On a passé un super moment. Je le répète, si vous aimez écouter le podcast Le Crossman, abonnez-vous, notez sur Apple Podcast, c'est hyper important. Parlez-en autour de vous, likez les réseaux sociaux. Et puis, écoutez, on se rejoint certainement la semaine prochaine pour un après-course ou alors peut-être interview avec un coach sportif qui s'y connaît en entraînement motocross, coach sportif MX, ça peut être intéressant. Donc, écoutez bien la semaine prochaine, suivez les réseaux et ça va bien se passer. Ciao, papa. Merci Fiston pour cet agréable moment et gaz à tous, gaz. Allez, salut à tous, ciao ciao.